gouvernement de poids lourds et Bayrou avait à peu près deux missions, c'était d'élargir son socle commun, il a un peu moins bien réussi, mais il a réussi à faire revenir des poids lourds avec des personnalités qui sont marquantes et qui ont structuré l'opinion ces dernières années. Vous avez le retour d'Elisabeth Borne, qui s'est fait déjà remarquer à Mayotte, et puis même à sa passation, auquel elle a dit qu'elle connaissait pas les sujets, et puis apparemment ça a bien marché en termes de prise d'opinion, et surtout le retour de Manuel Valls sur le sujet de Mayotte, c'est-à-dire que vous avez un ancien Premier ministre qui a une certaine expérience de l'État et qui sera capable de pouvoir régler ou en tout cas avancer sur les sujets de Mayotte dans la mesure où il disposera d'un arbitrage qui sera plus puissant. Après, là maintenant, le sujet de Bayrou, c'est est-ce qu'il fera mieux que Barnier avec exactement les mêmes moyens? Parce que vous n'avez pas d'élargissement de la majorité, vous aurez un même budget avec les mêmes défis à affronter. Et est-ce qu'un gouvernement, notamment avec aussi le retour de Darmanin, qui sera plus capable d'avoir des prises au fait avec l'opinion publique, sera capable de jouer l'opinion publique contre l'Assemblée et afin de débloquer la situation? On voit les rentrée. Darmanin est actif et en fait il réussit à faire deux choses, c'est-à-dire qu'il a réussi à rendre son ministre beaucoup plus visible, c'est-à-dire que son ministère est beaucoup plus visible. On ne parlait pas trop du ministère de la Justice à l'époque de Didier Migaud, hormis avec ses altercations, ses différences de point de vue avec Bruno Retailleau. Et aujourd'hui, maintenant, la justice émerge de nouveau comme une préoccupation dans la mesure où il a réussi à remettre les sujets de la justice, les moyens de la justice, le nombre de places de prison, la question des peines inexécutées sur le débat public. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? En fait, il se dit, à l'occasion du budget, je vais essayer de renforcer le poids de mon ministère, je vais essayer d'être plus visible pour renforcer mon poids politique en vue d'avoir un arbitrage favorable et de la part d'Amélie de Montchalin et de François Bayrou. Avec un point qui est simple. Quand on fait le calcul, la France dépense 2 fois moins pour sa justice, environ 77 € par habitant, que l'Allemagne qui en dépense 140. Et l'autre point aussi qui est important, c'est que si vous prenez en compte l'ensemble des dépenses régaliennes, c'est-à-dire intérieure, défense et justice, ça représente environ 5% des dépenses de la France, alors que les dépenses sociales dépensent 45%. Et donc, ce qu'il va essayer de faire, c'est de dire, certes, dans un contexte de dépenses publiques difficile, avec un déficit public qui est important, on peut réduire les dépenses, mais si Didier Migaud avait été obligé de baisser les dépenses au ministère de 500 millions d'euros, vous ne pouvez pas baisser les dépenses de mon ministère si vous voulez et une sécurité qui soit efficiente et une justice qui soit efficiente, donc baisser les autres dépenses plutôt que les miennes. À quoi j'ajouterais juste. Moi, je pense que ça va être ça qui va se jouer avec des ministres qui auront plus de poids que d'autres, en fait. Il y aura une question de poids politique. Ça veut dire qu'au sein de la majorité, qui aura le plus de poids politique en vue de pouvoir obtenir un arbitrage favorable. On sait très bien que des ministres comme Rachida Dati ou comme Gérald Darmanin ou comme Bruno Retailleau auront plus de poids politique pour défendre leur ministère que d'autres ministres qui sont beaucoup moins connus et dont surtout l'action et le périmètre d'action porte moins auprès des Français. Je prends un exemple simple. Si vous avez, par exemple, Gérald Darmanin qui essaie de défendre son budget de ministère de la Justice et que Bayrou doit quand même baisser de 500 millions d'euros les dépenses, et Gérald Darmanin ou François Bayrou pourront aller voir un autre ministre qui sera beaucoup moins en vue et beaucoup moins puissant, dont le champ de priorité sera moins dans les préoccupations des Français pour faire baisser les dépenses. L'autre point aussi, c'est que les ministres sont là peut-être potentiellement que pour 1 mois, 2 mois à 3 mois. Donc, ils ont vu l'exemple de Attal qui a émergé comme un candidat probable à l'élection présidentielle en moins de 6 mois à l'éducation nationale. Ils ont vu Bruno Retailleau émerger en moins de 3 mois sans avoir de résultats concrets, parce que ni Gabriel Attal ni Bruno Retailleau n'ont changé le quotidien à l'éducation, ni au niveau de la sécurité, mais ils apparaissent comme aujourd'hui des personnalités les plus en vue. Donc si vous voulez émerger aujourd'hui, plus défendre les intérêts de votre ministère, c'est le moment, et donc il faut être très présent médiatiquement. Oui, je suis d'accord avec William T. Au tout début du gouvernement de Barnier. Oui, et ensuite, après, on a vu que ça a pu évoluer au regard des intérêts politiques. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a 2 contraintes qui sont majeures sur le budget. Le premier, c'est une contrainte d'ordre économique. C'est-à-dire que Bayrou a pu arriver à la place de Barnier, mais les contraintes économiques sont exactement les mêmes. Vous avez une croissance économique qui est faible. La France n'a pas adopté un budget à l'équilibre depuis 50 ans. Vous avez une estimation entre 5 et 7% de déficit public, ce qui représente entre 150 et 180 milliards d'euros. Et cet argent-là, il faudra le trouver, qu'importe le Premier ministre, qu'importe le ministre de l'économie. Et ça supposera soit une baisse des dépenses publiques, soit une hausse des impôts, avec des mesures qui seront difficiles à faire voter dans un contexte d'Assemblée nationale qui est compliqué. Là, on arrive à la deuxième contrainte, c'est que les intérêts politiques sont divergents des intérêts économiques. Si vous devez mener un gouvernement d'experts, le gouvernement d'experts vous préconiserait une baisse des dépenses publiques, une hausse des impôts ciblés, en disant voilà, c'est comme ça à peu près qu'on doit mener une politique pour faire en sorte que la croissance reparte et surtout limiter les déficits et limiter la hausse des taux d'intérêt. Mais
vous arrivez dans un contexte à l'Assemblée nationale. Le NFP s'est fait élire en promettant une augmentation des dépenses publiques de manière assez conséquente et ils ont porté à leur tête Lucie Castec, qui était une candidate qui s'est fait émerger, enfin, qui a émergé dans l'espace public sur la question des services publics. Est-ce qu'ils accepteront une baisse des dépenses publiques pour éventuellement signer un pacte de non-censure? C'est la question qui est posée aux socialistes. A priori, pour l'instant, c'est pas le chemin que ça prend. Il reste une deuxième solution, c'est le RN. Mais le RN a deux facettes. Est-ce que c'est le RN anti-système, un peu entre guillemets populiste, qui est contre les augmentations d'impôts, etc., et un peu sous le mouvement poujadiste, ou est-ce que c'est le mouvement qui est davantage social et qui demande la suppression de la réforme des retraites et qui se demande une augmentation des dépenses publiques, notamment l'indexation de la retraite, etc. Donc en fait, vous avez les deux en même temps. Et aujourd'hui, pour Bayrou, c'est compliqué de se positionner. Est-ce qu'il doit faire un budget présenté sur la baisse des déficits ou est-ce qu'il doit faire un budget dépensier pour rester en place? Et je pense que de plus en plus, on arrive à un moment où les intérêts politiques sont contradictoires avec nos intérêts économiques. Tout cela, Elle ne connaît pas le cap actuel du gouvernement parce que François Bayrou réserve son cap pour son discours de politique générale. Donc tant que François Bayrou n'exprime pas ou n'indique pas d'indication à ce sujet, le porte-parole ou l'ensemble des ministres sont suspendus en fait à leurs propres convictions personnelles ou aux réponses aux questions d'actualité. Et le deuxième point qu'elle a, c'est qu'en fait, c'est qu'elle dépend également de François Bayrou sur la question du budget. Et en fonction de la stratégie de François Bayrou d'aller plutôt du côté du Rassemblement national ou d'aller du côté du Parti socialiste pour faire adopter son budget, il y aura une tendance du gouvernement. Et tant qu'il ne répondra ni à cette question ni à l'autre, je pense que ce sera compliqué pour la porte-parole du gouvernement de s'illustrer ou de répondre aux questions précises que posent les journalistes. Oui, vous avez raison de dire que ça ressemblait davantage à un pot de rentrée qu'à un conseil des ministres pour plusieurs raisons. La première, c'est que le projet qu'il devait présenter, donc le projet de loi spéciale sur Mayotte, a été reporté. Donc l'ordre du jour initial a été décalé, sinon ajourné, sinon réduit au strict minimum. Et surtout, François Bayrou n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de textes qui seront reportés, notamment après deux échéances majeures, qui va être le discours de politique générale et le vote du budget. Tant que François Bayrou ne passe pas ces deux étapes-là, il est peu probable qu'on voit le gouvernement présenter un projet de loi ou reprendre une proposition de loi émanant des députés ou des sénateurs. Donc je pense que ça va être le premier sujet. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous avez ni de discours de politique générale, ni de projet présenté, en fait, c'est compliqué d'avoir une ligne gouvernementale. Je pense que pour Sophie Primas, en fait, elle doit se poser la question en disant sur quel pas je danse, sur quelle ligne je vais. Est-ce que je dois plutôt être bienveillante à l'égard du Rassemblement national pour éviter et pour faire passer un budget, ou est-ce que François Bayrou a plutôt essayé de négocier avec les socialistes et donc en fonction du choix que vous omettez, vous n'avez pas exactement la même tonalité. C'est pour ça qu'elle a préféré, je pense, éviter de répondre. Il y croit et pourtant c'est complètement incertain, William Tay. Il y a deux contradictions majeures. C'est qu'il dit à la fois qu'il est optimiste sur son avenir personnel, mais en même temps, s'il a commencé à l'avenir en disant « je suis là que pour 1 mois et demi, je suis là pour chauffer la place », je pense que plus personne n'y croirait. Et ensuite, après, Sophie Primas a dit quand même en filigrane qu'elle voulait lutter contre l'immobilisme. Donc je ne sais pas comment François Bayrou va faire à la fois pour assurer une stabilité politique si à chaque projet de loi, vous risquez en fait d'être renversé à travers une motion de censure qui peut être présentée et par le NFP, qui peut être votée par le Rassemblement national. Je pense que François Bayrou, il va privilégier la stabilité politique plutôt que lutter contre l'immobilisme dans la mesure où il y a quand même des difficultés. Vous êtes sur une Assemblée nationale, ça a été rappelé, qui est absolument clivante et qui n'est pas d'accord sur quasiment aucun des sujets. Ensuite, après, comment vous faites pour assurer une stabilité politique? C'est là où en fait on a une véritable équation et on ne sait pas du tout ce qu'il veut mettre en place. Lorsque Emmanuel Macron avait commencé ses consultations, on imaginait un pacte de non-censure allant des Républicains au Parti socialiste. Maintenant, François Bayrou a refusé quasiment l'ensemble des demandes présentées par Olivier Faure et Boris Vallaud pour se concentrer sur les demandes de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il n'a rien donné à Boris Vallaud, il n'a rien donné à Olivier Faure. Par contre, il a cédé à Marine Le Pen en refusant de nommer Xavier Bertrand à Place Beauvau. Effectivement. Place